bonsoir. Nous allons commencer cette rencontre avec Philippe Charlier, qui nous fait le plaisir et l'honneur de venir nous présenter son premier roman, La Dame du jeu d'échecs. Alors Philippe Charlier, dans une première vie, vous avez d'abord exercé comme médecin légiste pendant 10 ans, et puis vous vous êtes tourné vers la paléoanthropologie, et depuis vous êtes l'auteur d'une très riche bibliographie dans ces deux champs d'expertise scientifique, et depuis 2006 avec Médecins des morts. Et à ma connaissance, c'est la première fois que vous abordez un tout autre domaine, celui de la littérature. Est-ce que vous pouvez nous donner la raison de ce choix et nous raconter la genèse de la Dame du jeu d'échecs? Est-ce que c'était un choix ou une nécessité peut-être? Merci beaucoup à vous. Vous entendez ou pas? Peut-être que vous m'entendez mieux si je parle comme ça. Alors moi je vais parler comme ça. Je vais parler avec les deux, comme ça on est bon. D'abord, merci beaucoup Sandrine, merci aux équipes de la bibliothèque Mohamed Harkoun de m'accueillir ici. C'est avant tout la bibliothèque où moi je viens lire et emprunter des livres, donc je suis content d'allier l'utile et l'agréable, si on peut dire. L'idée est la suivante, c'est qu'en effet, je suis un scientifique, je suis médecin légiste de formation, archéologue et anthropologue, et c'est peut-être comme ça qu'on se connaît déjà dans d'autres livres, dans d'autres lectures ou d'autres patients sur lesquels j'ai pu travailler. J'ai eu envie à un certain moment de donner la part belle, si je peux dire, à mon côté littéraire. En fait, moi je suis issu d'une famille littéraire, un de mes ancêtres est un des fondateurs de l'Académie Goncourt. Il a écrit un livre que vous avez peut-être lu qui s'appelle La guerre du feu, qui s'appelle J.H. Rosny-Aîné, donc c'est un des amis des frères Goncourt, c'est un littéraire jusqu'au bout des ongles, et peut-être qu'il y a un relatif atavisme, alors avec beaucoup moins de talent que lui bien évidemment, lui est un génie absolu de la littérature, mais on est vraiment d'une famille de littéraires, et en fait, vous savez, chaque fois que je travaille sur des restes humains anciens, qu'il s'agisse de squelettes médiévaux, qu'il s'agisse de crémations grecques, qu'il s'agisse d'un roi de France, d'une maîtresse royale ou ce genre de choses, à chaque fois c'est un voyage qui est scientifique bien entendu, mais aussi un voyage qui est littéraire. En tout cas dans ce qu'on appelle les sciences non fondamentales, les sciences humaines. Certains disent les sciences molles, moi je préfère dire sciences humaines. Voilà. Et alors il y a l'histoire de l'art, il y a la littérature, il y a parfois la musique, hein, quand on travaille sur certains personnages historiques. Donc pour nous c'est vraiment important de ne pas oublier ces caractères littéraires. Et depuis tout petit, depuis que j'avais commencé mes études de médecine, juste à côté, hein, à Saint-Michel, j'étais tombé amoureux d'une photographie. C'est la photographie d'une femme, j'avais 19 ans à l'époque, et c'est cette femme que vous voyez sur la couverture de ce roman. J'avais acheté chez Gibert un livre qui est un recueil de photographies anciennes de l'Indochine. C'est une période qui me fascine depuis tout petit, où j'avais lu des ouvrages de Malraux, La Voie royale par exemple, j'avais lu Le Roi lépreux de Pierre Benoît, j'avais lu d'autres ouvrages qui se déroulent à cette période et en ce lieu. Et cette photo-là m'a fasciné. Ce que je trouvais fascinant, et vous la verrez peut-être tout à l'heure, cette femme sur la couverture, c'est une femme qui est d'abord magnifique, mais qui en plus a elle est hiératique, elle est vraiment extrêmement fière. Elle pose sa main le long du corps, elle est droite comme un I, mais en même temps, dans son regard, elle a un petit caractère résigné. Et c'est ces deux parties de son âme, si on peut dire, qui transparaissaient de cette photographie, qui ne m'ont jamais quitté pendant toutes ces années. Vous voyez, je l'ai découverte à 19 ans, j'en ai 47 maintenant, et il m'a fallu du temps pour faire ce chemin et pour me poser à un certain moment, à l'âge de 45 ans en l'occurrence, et me dire, bon, maintenant c'est le moment de partir à sa recherche. C'est le moment de mettre un tout petit peu de côté ces sciences fondamentales dont vous parlez, et de laisser parler un tout petit peu ces sciences humaines, et notamment la littérature. Vous savez, c'est difficile et c'est frustrant de toujours, quand on écrit des livres scientifiques, de se dire « je ne dois dire que la vérité, je dois vérifier mes sources en permanence ». C'est très bien, ça fait partie du travail, c'est dans le job. Tout doit être vérifié, sourcé, avec des références bibliographiques, et on doit dire que la stricte vérité. Ben, des fois, ça fait du bien de prendre un peu la poudre d'escampette, d'ouvrir la fenêtre, pas pour sauter bien entendu, mais pour laisser entrer le soleil, et pour dire enfin des choses qui sont peut-être vraies, mais qui en tout cas sont un peu soi-même, qu'on laisse raconter à travers cette femme. Mais
malgré tout, la spécialité est toujours là. Quand je décris des faits historiques, ils sont la stricte vérité. Tous les faits historiques qui sont dans cet ouvrage sont au détail près tous vrais. Donc vous voyez, les sciences fondamentales ne quittent jamais totalement un nouveau-né écrivain, si je peux dire. Alors pour ce récit, vous avez remporté le prix du Guesclin, qui récompense l'auteur d'un essai ou d'une biographie ou d'un roman historique. Alors avant d'en revenir à l'histoire elle-même, j'aimerais que vous nous disiez de quel genre relève votre récit, parce que par exemple sur la 4e de couverture et la page de garde, il est qualifié de roman, oui. Mais sur la couverture, ce terme n'apparaît pas, comme si vous ne vouliez pas la poser sur la photographie de la jeune femme. Sur la 4e de couverture également, on parle d'auteur, ce qui nous entraîne plutôt du côté de l'autobiographie, et non du narrateur. Et enfin, en exergue, vous écrivez « d'après 1000 vies », ce qui nous ramène du côté du roman. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire comment se partagent le réel et le fictionnel dans votre récit ? C'est quasiment une autopsie de la couverture que vous avez faite. Ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup. C'est un roman. C'est vraiment totalement et archi un roman. Mais c'est un roman dans lequel il y a une grande part de vérité. C'est-à-dire que tout est vrai dans cette histoire, dans les premières pages. Tout est vrai, jusqu'à un certain moment où tout bascule dans le roman. Donc c'est un peu comme... alors pardon, je vais parler de mes maîtres et mes idoles, mais je ne m'identifie pas du tout à leur génie. C'est un peu comme chez Modiano. Chez Modiano, au début, quand vous lisez un Modiano, et j'adore Modiano, je suis désolé, quand vous lisez... je suis désolé de vous infliger Modiano si vous n'aimez pas Modiano, mais moi j'adore Modiano, donc je suis content de partager Modiano. Et chez Modiano, à chaque fois, c'est toujours quelque chose qui est vrai. Il tombe en effet toujours sur un souvenir, une coupure de presse, un mot laissé dans un petit agenda ou un souvenir d'une photographie. Et puis très vite, ensuite, il bâtit un roman à partir de ça. Et j'adore cette idée-là. Mais c'est aussi une enquête. C'est comme en médecine légale. Lundi prochain, je vais avoir un corps sur ma table d'autopsie et qui va être comme une photographie, comme un petit mot laissé dans un cahier ou comme une coupure de presse. Et à partir de ce petit bout d'homme ou de femme, qui pour moi est un patient à part entière, je vais devoir reconstruire une histoire entière. Sauf que là, je n'ai pas le droit de faire un roman. Donc vive les romans pour offrir cette part de liberté, mais c'est la même idée. Donc, quand j'ai mis en effet en exergue d'après 1000 histoires vraies, c'est vrai. Parce qu'il y a 1000 histoires dans cette histoire. Il y a 1000 histoires dans ce roman. C'est un roman qui se déroule sur toute la péninsule indo-chinoise et principalement au Vietnam, Vietnam Nord, Vietnam Sud, Vietnam Central, sur à peu près 80 ans. Donc on balaye large l'histoire de ce pays et il y a en effet 1000 vies au moins qui vont s'agréger et qui vont forger l'histoire de cette femme, de cette photographie et de ce narrateur qui part à sa recherche. Il est totalement transparent que ce narrateur, c'est ma pomme. Hein. C'était évidemment transparent. Mais en fait, c'est comme un chemin de Compostelle. Vous savez pourquoi vous partez, mais vous ne savez pas du tout ce que vous allez trouver. Voilà. Et quand on part enquêter sur une femme, sur un souvenir, même pas un souvenir perdu, un souvenir imaginaire, l'idée qu'on se fait d'un souvenir éventuel, eh bien on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Et moi je suis tombé sur l'histoire de ce pays, sur 1001 récits en fait, qui finalement, en s'amoncelant, finissent par créer la réalité de cette femme, tout simplement. Merci. Alors, pour revenir sur le mot « histoire », étymologiquement, en grec ancien, historia, c'est recherche d'information. C'est l'enquête. C'est l'enquête. Hérodote. Hérodote, voilà, tout à fait. Et ici, l'enquêteur se substitue au médecin légiste. Mais vous enquêtez sur une vie, non sur une mort, et c'est peut-être plus difficile. Vous avez une très belle phrase pour traduire la difficulté de votre entreprise. Vous dites « j'essaie d'attraper le vent ». Alors, sans trop peut-être nous en dévoiler tout de suite, est-ce que vous pouvez nous donner quelques indices sur la façon dont vous avez procédé? Vous en avez déjà un petit peu parlé. Un des endroits que je préfère, c'est les archives et les bibliothèques. Notamment celle-là, mais ça c'est autre chose. Et donc, en fait, c'est un endroit rêvé. C'est là où se cache le savoir du monde. Et c'est là où se cachent les secrets. C'est là où se cachent dans le moindre détail, dans les notes de bas de page, dans les entrefilets,
Alors, il y a quelque chose que j'adore, et notamment ici à la bibliothèque Harcoun, et je ne pousse pas forcément les gens à le faire, même si j'adore, c'est les gens qui mettent des notes dans les livres. Alors, faut pas le faire, normalement. Faut pas le faire. Je vous pousse vraiment pas à le faire. Mais je me souviens que j'ai cité déjà dans un article scientifique le scoliaste anonyme de la bibliothèque Harcoun. C'était quelqu'un qui avait annoté un livre d'histoire dont je m'étais servi, et je ne sais pas qui c'est, bien évidemment, je n'ai pas accès à la liste des lecteurs, etc. Et donc j'ai cité une note vraiment intelligente qui a été faite en marge d'un Mishima, en l'occurrence. Je crois que c'est dans les 5 no modernes de Mishima, qui se trouve au -1, rayon théâtre, juste à gauche, à la porte. Et là, vous avez, j'ai cité donc, dans un livre, le scoliaste anonyme de la bibliothèque Mohamed Harcoun. Et donc j'aime ça, en fait, parce que c'est un peu de vous que vous laissez quand vous annotez un livre, et je me suis beaucoup servi de ces annotations, de ces petites marques. D'abord, je suis parti du livre. Rassurez-vous, je ne vous raconte pas le roman, ça serait dommage. Mais je vous raconte peut-être les 2 premières pages, pas plus. J'ai d'abord autopsié le livre que j'avais acheté à l'âge de 19 ans. Celui où, à la fin, vous avez les crédits photos. Et là, je me suis rendu compte que c'était pas si compliqué de retourner ensuite à la source de la photographie. Mais finalement, les fonds ont changé. Depuis la publication de ce livre, il y a maintenant longtemps, les fonds ont été transférés d'un endroit à un autre endroit. Donc il a fallu suivre la trace. Ensuite, il a fallu aller étudier. C'était en microfilm. Moi, j'aime pas les microfilms. Je suis matérialiste. J'ai besoin de... Je fais pas une autopsie sur photo. Il me faut le corps. De la même façon, les microfilms ne m'allaient pas. Je suis allé retrouver les planches originales de photographie. Et là, c'est assez sensationnel. C'est comme si vous avez littéralement cette femme, entre guillemets, dans les mains. Parce que passer d'une reproduction dans un livre, page 73, du livre que j'avais acheté, et ensuite aller la voir en grand format, quasiment 24 par 20, parce que c'est un format quasiment carré, oui, c'est quelque chose. Mais encore, elle est en noir et blanc. Donc, voilà, c'est pas tout à fait une réalité. Mais au moins, elle est presque palpable. C'est comme quand vous prenez un bébé dans les bras et quand on vous envoie la photo sur WhatsApp. C'est vraiment la différence entre les deux. Évidemment, je préfère les bras. Et donc, au fur et à mesure, voilà, on reconstruit, on fouille dans les archives et on déroule le fil. C'est une autre image. C'est pas Hérodote, mais on aurait pu prendre le fil d'Ariane, tout simplement, qu'on va défiler au fur et à mesure, non pas pour trouver la sortie, mais au contraire pour s'enfoncer dans les entrailles du labyrinthe et retrouver ce secret. Voilà. Et ça, c'est un vrai travail d'enquête. Là, c'est du Hérodote, je suis d'accord. Et cette jeune femme, elle garde longtemps un statut indécidable pour le lecteur, mais même pour vous. Oui. Parce que le photographe a mis son image dans la boîte, il l'a figée, il l'a saisie, mais vous ignorez pendant longtemps si elle compte encore au nom des vivants ou si elle appartient déjà au royaume des morts. Oui, c'est une photo qui est ancienne. C'est une photo qui est ancienne. Et pour les photos anciennes, on ne sait pas si l'individu est mort un an après ou 50 ans plus tard. On ne connaît même pas son nom parce qu'on est dans un contexte qui est colonialiste, avec des photographies qui sont assez souvent posées, donc qui sont figées, comme une épreuve d'artiste, entre guillemets, où eh bien, cette femme, en l'occurrence, est une sorte de modèle qui certainement obéit un tout petit peu à des fantasmes colonialistes de l'époque, et elle a une pose qui n'est pas forcément naturelle. Mais en fait, en comparant avec les autres photographies de la même série, on se rend compte justement que, vraisemblablement, sa pose est archi-naturelle, et que c'est presque une sorte d'opposition face au photographe qui est en face d'elle. Il y a vraiment un côté presque à la fois défensif, offensif et de fierté extrêmement, extrêmement forte. Et ça, on le voit quand on regarde toutes les autres photos faites par ce photographe. Elle dénote, elle sort du lot. Et ça la rend encore plus pénétrante, encore plus intéressante et encore plus touchante pour moi. Mais par contre, pour rebondir sur ce que vous disiez, Sandrine, elle est restée très longtemps anonyme, cette femme. Et on ne prend pas le nom. Et même, on donne un titre qui parfois ne correspond pas du tout à la réalité. Voilà, on plaque vraiment une sorte de fantasme, d'idées préconçues vis-à-vis de ces populations lointaines, extra-européennes, et du coup, ça crée des difficultés supplémentaires pour celui qui essaye de retrouver l'information, parce qu'il doit démonter complètement cette construction coloniale. Et en exergue, vous citez une phrase d'Edgar Allan Poe, oui, qui est tiré d'un de ses contes, Un enterrement prématuré. Donc, est-ce que c'est de ça que vous espériez la sauver, ou aussi d'un enfermement inhérent à la photographie,
selon Barthes, que vous citez également en exergue, et dans le chapitre intitulé « Pourquoi ?» plus significativement encore. C'est vrai que dans ma besace, j'avais pris La Chambre claire de Barthes, qui est vraiment un ouvrage fondamental, que vous pouvez trouver ici, bien sûr. Et c'est vraiment une analyse extrêmement poussée du rôle, du pouvoir et du sens de la photographie. Et c'est un livre que je relis très très souvent, comme Fragment d'un discours amoureux, du même Barthes. Et c'est vraiment c'est un de mes livres de chevet. Et je l'avais avec moi dans ma quête là-bas au Vietnam. Et oui, je ne savais pas si je cherchais une morte ou une vivante. Je ne savais pas si je cherchais une image faite de toutes pièces ou une réalité qui ressemblerait à cette image. Donc c'était vraiment assez compliqué. Et c'est une vraie introspection. Voilà, c'est difficile, c'est un plongeon vers l'inconnu. On aurait pu... Voilà, c'est la tombe du plongeur, littéralement. On cherche... on ne sait pas exactement ce qu'on cherche. Voilà, il y avait une part de risque, alors risque limité, hein, mais le seul risque c'était de perdre son temps, c'est tout. Mais on ne perd pas son temps. Dans la recherche même, on se trouve. Et vous découvrez d'abord cette jeune femme sur un jeu d'échecs vivant dans un village, et vous l'identifiez comme la dame. Et ensuite, vous retracez ses déplacements très rapides sur un échiquier plus vaste sur lequel tient le monde tout entier, dites-vous. Et ce faisant, vous découvrez et vous racontez comment son parcours s'inscrit dans le cours de la grande histoire, et en l'occurrence l'histoire du Vietnam, qui est une histoire tragique. Les anciens ne s'accordaient pas sur l'emplacement des enfers, mais vous, on peut dire que vous avez localisé une de ces entrées au Vietnam. Et est-ce que vous pensez que cette jeune femme, enfin le destin de cette jeune femme a pu influer sur celui de son pays, sachant que c'est la dame d'un jeu d'échecs et que cette pièce, la dame, est celle à qui tous les coups sont permis, rappelez-vous? Tout à fait. Sachant que c'est une pièce qui n'existe pas dans les échecs vietnamiens. Parce que j'ai découvert que dans les échecs vietnamiens, il n'y a pas de dame, il n'y a qu'un roi, il n'y a pas de dame. Il y a d'autres types de pièces, il y a des éléphants par exemple et autres. Donc le photographe lui-même, quand il dit que c'est une pièce d'un pion et qu'il y a une annotation mettant que c'est la dame, c'est déjà une erreur. Donc, on est dans les erreurs surajoutées les unes après les autres. Et c'est vrai que cette femme a connu énormément de choses. Alors il a fallu la retrouver, il a fallu l'identifier, il a fallu à travers elle reconstituer pièce après pièce sur ce grand échiquier qu'est la terre du Vietnam, et bien les différentes actions qui s'y sont passées. Si vous cherchez un livre sur un traité des échecs vietnamiens, n'achetez pas ce livre. Très clairement, vous serez déçus, c'est vraiment pas ça. C'est pas un traité d'échecs. Mais c'est vrai qu'il se déroule pas mal de parties au sein de ce livre. Et l'histoire du Vietnam est tragique, mais elle a été longtemps tragique. Mais si on devait pour moi définir par un mot le sens même du peuple vietnamien, ça serait résilience. Résilience. Il y a une capacité à, non pas effacer, mais à supplanter le passé, et notamment quand il est dramatique, quand il est dur, quand il est sanglant, et à passer immédiatement à autre chose qui est absolument fascinant. Que ce soit la guerre d'Indochine, puis la guerre du Vietnam, il y a une résilience dans le peuple vietnamien qui force vraiment le résilience, et dont j'essaie de porter témoignage. En fait, il y a très peu de livres qui parlent de la guerre d'Indochine, puis de la guerre du Vietnam, du côté vietnamien. On en parle énormément côté américain, côté français, bien entendu, mais côté vietnamien, c'est assez rare, pour ne pas dire rarissime. Et donc j'ai eu envie, après être allé longtemps et en profondeur sur place, eh bien de donner ce son de cloche. Alors, c'est juste un son de cloche, c'est juste c'est une façon d'en parler de l'autre côté, tout simplement. Sans jugement, c'est purement factuel. Comme un rapport d'autopsie, hein, on ne juge pas, on est purement factuel, de la même façon. Mais l'idée était vraiment de raconter de l'intérieur ce qu'avait été cette guerre par l'intermédiaire de cette femme et d'autres témoins, puisque comme vous l'avez compris, c'est d'après 1000 histoires vraies. Voilà. Et vous avez été fasciné d'abord par son regard, par son maintien que vous qualifiez de hiératique, vous l'avez dit tout à l'heure, mais vous avez dû être également très fasciné par son histoire, que vous découvrez au fur et à mesure
comme nous on a l'impression au cours du récit. Et vous, dont la mort est le métier, si on ose dire, comment vous la définiriez, cette femme, si tant est qu'on puisse faire entrer quelque vie que ce soit dans une case, mais vous avez dû être impressionné par sa capacité à échapper à la mort à plusieurs reprises. Est-ce que vous pourriez dire que c'est une trompe-la-mort, en fait, finalement Trompe-la-mort, c'est une... Oui, j'aime bien, ça me rappelle un roman d'Emmanuel Pierrat relativement récent. Oui, elle, en fait, il y a deux choses pour elle. C'est incroyable le nombre d'événements de la vie du Vietnam ou de l'histoire du Vietnam auxquels elle a pu assister. Elle a vraiment été, dès qu'il se passait quelque chose, elle était à cet endroit-là. Donc elle a vraiment été témoin, voire actrice, d'énormément d'événements du Vietnam. Avant la révolution contre les Français, pendant les Français, après, etc. Donc elle a vraiment vécu comme ça en filigrane. Dès qu'il se passe quelque chose, elle est là. Donc c'est quand même assez incroyable. Il y a pas mal de personnalités historiques qu'elle a pu croiser de la même façon et donc dont il est possible de témoigner à travers elle dans ces différents échanges. Et je ne sais pas si elle trompe la mort, mais en tout cas elle joue avec la mort. Voilà, elle joue avec, et la mort joue également avec elle. La mort lui permet de voir des choses, d'assister à des choses, mais ne l'emporte pas. Voilà, elle va l'emporter tard, bien plus tard, mais avant elle aura vécu 1000 vies. Voilà. Elle aura vu énormément de choses et témoigné d'énormément de choses. Et quant à sa personnalité, en fait, on la découvre un petit peu à travers, vous dites, à travers les rapports de guerre qu'elle rédige. Oui. Vous dites que son portrait se dessine en creux, même si, bien sûr, ces rapports se veulent strictement factuels. Mais à travers votre enquête, en fait, c'est aussi votre portrait en creux à vous qui se dessine. Et si la jeune femme est au premier plan de la photographie, vous apparaissez toujours à l'arrière-plan et il vous arrive même d'échanger l'un l'autre votre place. Et de ce fait, son épopée est devenue un peu la vôtre qui lui fait écho. Alors vous avez déjà abordé ce point-là, mais on devine, peut-être que vous pouvez nous le préciser davantage, on devine qu'en fait, au-delà de cette enquête, c'est une quête que vous menez à travers et au-delà de la recherche de cette femme. Vous allez vers autre chose, c'est peut-être pas quelque chose que vous aviez cherché, mais vous découvrez, j'ai l'impression, enfin, on a le sentiment que vous découvrez quelque chose qui relève de votre histoire à vous et particulièrement du rapport que vous entretenez au temps et à la mémoire. Quand vous partez sur une trace et que vous retrouvez une photographie, puis une autre photographie, puis des papiers qui parlent de cette femme, puis des écrits de la main même de cette femme, au fur et à mesure, oui, vous enquêtez sur ce que représentent les traces en elles-mêmes et sur ce qu'on laisse soi-même d'une vie. Je me souviens d'avoir trouvé une petite caisse avec plein de photographies d'elle, et voilà, ce qui restait de toute sa vie, c'était cette caisse qui faisait 40 par 30 cm à peu près, c'était sa vie, c'est tout ce qui reste. Qu'est-ce qu'on laisse de nous après? On laisse des livres éventuellement, on laisse des enregistrements, on laisse des souvenirs peut-être, et puis des lettres, et puis des photographies, et puis plus rien, parce que tout ça ensuite au fur et à mesure va se désagréger, à commencer par notre mémoire. Une des choses qui m'a le plus ému, pour tout vous dire, c'est une lettre d'elle que j'avais retrouvée, et elle l'avait écrite quand je vous emprunte une feuille. Quand on lisait son écriture à la main, l'écriture était courbe, au lieu d'être droite, comme vous. Elle était complètement courbe. Et en fait, j'ai essayé de comprendre pourquoi. En fait, elle avait écrit sur sa cuisse, et elle écrivait, et donc c'était cette courbure, c'était en fait la courbure de sa cuisse, et elle avait écrit comme ça à la volée. Mais imaginez ce que ça peut être quand vous avez ce papier original dans les mains, et que du coup vous le courbez pour reconstituer quelque chose d'à peu près droit, mais en fait j'avais, et ça n'a rien du tout de malsain ou d'obscène, mais j'avais du coup, en pliant cette feuille en 3 dimensions, j'avais la cuisse de cette femme que je redessinais pas dans mes mains, parce que vous allez imaginer des choses, et quand je dis que je suis amoureux, je suis fasciné par cette femme, mais après ça n'a rien de malsain, mais voilà, vous voyez le pouvoir quand même de l'écriture, le pouvoir d'une feuille de papier. Je me souviens d'une autre feuille de papier où il y avait des auréoles, et en fait, qui avaient dissous un petit peu l'encre.
c'était pas la pluie, c'était ses larmes en l'occurrence qui étaient tombées sur le papier. Donc voilà, tout ça, ça vous la rend tellement plus vivante, paradoxalement, tellement plus palpable, tellement plus réaliste. Et quand vous fouillez les archives, vous avez la même chose. Quand vous, voilà, ça peut être une miette de pain, ça peut être un cheveu. Hein. J'ai cherché à trouver des cheveux d'elle dans sa correspondance ou autre, il n'y avait pas de cheveux. J'aurais adoré tomber sur un cheveu de cette femme. Voilà, c'est avoir cette matérialité-là dans les mains. Et donc il y a un pouvoir d'évocation et un pouvoir de transmission qui fait que pour moi ça dépasse même l'idée de la mort. Enfin, cette femme, à mon sens, n'est pas morte à partir du moment où elle peut encore s'exprimer à travers un jeune auteur, on va dire, jeune, parce que premier roman, c'est ce que je veux dire, voilà, c'est ce que je fais pas du jeunisme, ou à travers des photographies, ou à travers une... Voilà, c'était une information et un sentiment, en tout cas une sensation qui était bloquée, vous voyez, stockée dans une feuille avec une écriture un peu particulière et que par un petit moment d'épiphanie, eh bien, il a été possible de reconstituer. Et que représente cette femme maintenant que le récit a pris fin, maintenant que vous connaissez, vous avez fait connaître la place qu'elle occupe et le rôle qu'elle a joué dans l'histoire de son pays? Cette femme à qui vous conférez peut-être pas le statut d'une figure mythique parce qu'elle est encore trop proche de nous pour ça, mais sans aucun doute l'aura d'une légende. Pour moi, elle est d'abord absolument réelle, mais vraiment réelle, aussi palpable que vous ou vous. Elle est vraiment, pour moi, c'est vraiment un être de chair. Je regrette de ne pas entendre sa voix. Je regrette de ne pas l'avoir bougé aussi, parce que ça, ce sont des choses qu'on ne peut pas reconstituer jusqu'à présent, mais il y a eu des surprises. Hein. Récemment, il y a des photos d'elle inédites qui ont été retrouvées au musée Albert Kahn, dans les archives de la planète, qui sont des photos d'elle en couleur, cette fois-ci. C'était la première fois que je la voyais en couleur, assez exceptionnelle. Et par un autre photographe qui était présent le même jour, à la même séance de photographie que celle de la couverture que vous voyez. Et donc c'est là que j'ai vu son flanc droit. Je ne connaissais pas son flanc droit, je ne connaissais que son flanc gauche, en l'occurrence. Et c'est très amusant, parce que du coup, je ne voyais pas dans quelle position était posé le membre supérieur droit, et maintenant, je vois dans quelle position était ce membre. Donc j'imaginais qu'elle avait les deux bras le long du corps, mais en fait, non, elle avait le bras gauche le long du corps et le bras droit comme ça. Donc, encore plus, vous voyez, non pas forcément la provocation, mais en tout cas l'opposition. Vraiment, et pour moi, j'aime ce caractère farouche qui résiste un tout petit peu, et je trouve ça absolument, absolument fascinant. Donc oui, je me sens proche d'elle, en fait. Mais vous voyez, j'ai le même sentiment après avoir travaillé sur La tête d'Henri IV, par exemple, après avoir travaillé sur Lucie, après avoir travaillé sur, je sais pas, Le cœur de Richard Cœur de Lion. Voilà, on a une relative proximité, en l'occurrence avec ses patients. Ce sont mes patients. Et elle, c'est pas ma patiente, mais elle, c'est j'ai envie de dire, une proche amie. Voilà, c'est une proche amie. Elle ne m'a jamais parlé, elle ne m'a jamais vu, mais je la connais comme si. Voilà. Une dernière question avant peut-être de laisser la parole au public, ceux qui veulent poser des questions. Je ne vous prêterai pas le micro, hein, puisque visiblement ça ne fonctionne pas très bien. Eh bien, à présent, vous êtes allé jusqu'au bout de votre quête. Est-ce que vous fermez définitivement la parenthèse? Est-ce que vous reprenez le cours de vos recherches scientifiques comme si elles n'avaient jamais eu lieu? Ou est-ce que celui-ci pourrait s'infléchir pour laisser la place à d'autres incursions dans le domaine de la littérature? Alors, il y a déjà 2 autres romans qui sont en cours d'écriture, parce que honnêtement, j'y prends goût. Et c'est assez agréable, et puis a priori, voilà, il y a de quoi faire, entre guillemets, dans le sens où il y a d'autres enquêtes possibles, voilà, il y a d'autres chemins de traverse à emprunter. Et puis en même temps, je continue évidemment mon travail de scientifique de mesure. En ce moment, je suis en train de travailler sur le cœur de Voltaire, en train de travailler sur les ossements du peintre Raphaël, en train de travailler d'arrache-pied dans les catacombes de Paris aussi, en train de travailler sur le squelette de Lady Hamilton. Donc on a pas mal de... Et très prochainement, j'irai à Strasbourg pour travailler sur des cheveux de Sainte Thérèse de Lisieux. Donc vous voyez, on a vraiment beaucoup de patients en cours, mais dans le temps libre, dans le train, à la bibliothèque, ou
ou le soir, quand tout le monde dort et que le calme est revenu et que je peux faire une petite théière de Lam Sam Souchong, voilà, et ben là je me mettrai à écrire à nouveau. Voilà. En fait, c'est vraiment une drogue. Moi, j'ai 2 drogues qui sont licites, hein, c'est pour ça que je vous en parle. Je n'ai pas de drogue illicite. La première, c'est partir, c'est-à-dire prendre un billet de train, un billet d'avion, prendre la voiture et passer les périphériques parisiens et partir. Juste partir, pour moi, est une drogue. Et ça, c'est depuis Blaise Cendrars, c'est un livre, Bourlinguer en l'occurrence. J'ai pris conscience de cette drogue qui est celle du départ. Et puis l'autre drogue, c'est écrire. C'est-à-dire que je ne pourrais pas imaginer ma vie sans l'écriture. C'est vraiment... besoin de transformer en réalité toutes ces choses qui sont dans l'esprit et qui bougent dans tous les sens, et puis vous les transmettre aussi pour essayer, j'espère, de vous faire bouger aussi un tout petit peu avec moi. Voilà, c'est vraiment une drogue, et voilà. Profitons des drogues licites, tant qu'à faire. Voilà. Mais je vous remercie, et puis peut-être que vous aurez l'occasion de nous présenter du coup, vos futurs romans. Avec plaisir. Et ben voilà, c'est à votre tour, si vous souhaitez poser des questions. Madame? Vous avez parlé de la résilience du peuple vietnamien. Oui. Puisque vous y avez séjourné un bon bout de temps, d'après oui. ce que j'ai compris. En effet. Est-ce qu'il y a une grosse différence avec le peuple algérien? Alors, parce que la guerre d'Algérie, la guerre d'Indochine s'est terminée quand l'autre a commencé. En 1954, on sait qu'il est... Alors, je dois vous avouer que je ne suis pas encore allé en Algérie. J'aimerais beaucoup y aller, surtout que voilà, je suis en train de finir le premier homme de Camus, et ça me donne une énorme envie d'aller en Algérie, sur les traces de Camus bien entendu, sur les traces de Saint-Augustin aussi, et puis sur les traces d'un passé récent qui est assez douloureux des 2 côtés, côté français et côté algérien. Et donc écoutez, je vous propose de me reposer la même question dans 2 ans, comment certainement j'y serais allé à ce moment-là. Voilà. C'était douloureux aussi les 2 côtés, au niveau vietnamien et français, parce que tous ceux qui sont morts là-bas. Ah oui, mais il y a eu. C'était une abomination. Il y a eu des horreurs des 2 côtés, oui. Rassurez-vous. En Algérie aussi. Hein. Enfin, je dis rassurez-vous. Non, pas rassurez-vous. Oui, j'en suis conscient. C'est bien ce que vous pensez. J'en suis conscient. Monsieur. Oui. On sent quand même le légiste. Hein. Il y a dans la façon dont vous parlez du livre, ce serait une critique littéraire en quelque sorte, qui est partie de cette photo. C'est normal, c'est votre métier, votre culture professionnelle. Les 2 romans que vous préparez, c'est la même logique? Vous partez d'une archive? Ah non. Non. C'est pas l'enquête De la même façon que je ne fais jamais 2 fois le même cours à mes étudiants, je ne compte pas écrire 2 ou 3 fois le même roman. Je ne vais pas partir d'une photo et ensuite dérouler le fil, etc. Non. Non, ce serait chiant. Oui, je vais essayer de ne pas faire pareil. Mais néanmoins, ça sera autour du souvenir, ça sera autour d'événements passés. Je n'imagine pas raconter un... Je peux écrire un roman éventuellement qui s'écrit au présent, mais qui concerne des faits passés. Là, il est écrit au présent, mais parce que c'est moi le narrateur et le chercheur, entre guillemets, mais les événements sont ceux du passé. Oui, c'est-à-dire que vous vous appuyez quand même sur des éléments qui sont en quelque sorte des éléments d'archives, qui sont des éléments historiques ou des éléments d'archives. Tout à fait. Vous ne partez pas dans un roman... Je ne vais pas écrire un roman d'amour qui se passe à Paris au XXIe siècle. Non, non, désolé. Non. Coup de foudre à la bibliothèque Arcoud. Oui. Vous dites que vous avez passé pas mal de temps sur place. Oui. Combien de temps exactement? Et quelles étaient vos sources côté vietnamien pour ce que vous citez et vous racontez du récit? Vous avez dit que c'était pour une fois raconté du côté vietnamien, mais malgré tout par quelqu'un de chez nous. Donc, comment vous avez confronté ce que vous perceviez avec les gens de là?
Alors, l'enquête a eu lieu en partie sur place là-bas, en partie en France. Au total, il a fallu quasiment 2 ans d'enquête pour reconstituer la totalité de cette histoire. Et encore, elle se poursuit, parce que vous voyez que depuis la publication du roman, il y a de nouvelles archives qui sortent. Et probablement, là, il est bientôt épuisé et l'éditeur m'a demandé d'écrire une postface pour rajouter sur les nouveaux éléments ce qui s'est passé. Donc, on va s'y prêter de bonne grâce. Et les enquêtes ont eu lieu... Alors les enquêtes autour de côté vietnamien, si je peux dire, ont été faites principalement sur place et beaucoup moins dans la diaspora. Sur place, ça m'intéressait vraiment, vous voyez, dans les musées, dans les cafés, sur les marchés, d'essayer de récupérer et de grappiller le maximum d'informations de la bouche même de ceux qui avaient vécu ces événements ou de la génération la plus proche, en tout cas. Pas forcément la génération actuelle, pour qui c'est des choses qui sont anciennes et on est passé à autre chose. On est vraiment passé à autre chose. Mais quand vous avez des individus qui ont 60 ans à peu près, ou 55, en dessous, à partir de 50 ans, plus trop, vraiment plus trop, là ça commence là les souvenirs reviennent, avec des détails, avec des anecdotes, avec des larmes assez souvent qui ressortent. Et on peut comprendre. Et puis il y a des musées qui m'ont marqué. Le musée de la femme vietnamienne m'a marqué beaucoup. Ça c'est à Hanoï. Le musée des horreurs de la guerre qui est à ex-Saigon maintenant, Ho Chi Minh, qui est un musée extraordinaire en termes de transmission et mais absolument horrible dans ce qu'il présente, bien entendu. Voilà, ça c'est des musées qui pour moi ont été fondamentaux. Et puis surtout se perdre dans la pagode des corbeaux, par exemple, visiter les bunkers aussi, visiter ce qui reste des tranchées. Voilà, c'était... Si on ne se perd pas, en fait, on passe à côté. Et en quelle langue? Tout en français. Tout le monde parle. Toute cette génération-là parle français sans aucun problème. Voilà. Tout se fait en français sans aucun... Je ne parle pas le vietnamien, pour tout vous dire. Et sinon, dans le moindre doute, en anglais, mais l'anglais c'est plus pour la jeune génération. Mais toute la génération qui a vécu là, puis les guerres, parle français sans aucun problème. Le Vietnam fait partie de la zone de francophonie, même si ça commence à se perdre un tout petit peu pour les jeunes générations. Quand je dis un tout petit peu, c'est un euphémisme. Ça se perd beaucoup. C'est complètement perdu. Ouais. Pas de questions? Si. Vous étiez, vous entendu père dans cet environnement, dans ce pays. Oui. Vous étiez quand même un petit peu guidé parce que c'est pas évident de trouver ces sites. Oui, alors c'était quand même un pays qui est assez ouvert vers le tourisme, hein. Donc voilà, assez ouvert. Donc vous avez une voiture avec un chauffeur guide, etc. Et puis ensuite vous vous baladez de façon assez facile. Vous guidé ou vous aviez demandé Ah non, moi j'avais repéré avant, et oui. Et puis sur place, d'autres opportunités qui se créent, on passe devant telle chose, ah bah tiens, je vais m'arrêter, tiens, je vois telle chose, ah, j'ai entendu parler de trucs, ah, dans un musée, j'ai vu telle photo, ça m'intéresse d'aller le voir, etc. C'est les musées, ou les archives, ou les bibliothèques. Et puis ensuite, vous avez une adresse, bon, la rue a changé, vous retournez dans le musée, vous vous renseignez à la mairie pour savoir l'adresse a changé, à quoi ça correspond, etc. Et avec votre chauffeur guide, en effet, dans cette génération-là, ils sont francophones très souvent. Est-ce que vous le chauffeur, pas trop, justement. Non, pas dommage. Lui, c'était la jeune génération, pas trop. Lui, c'était Google Translate, c'était pour tout vous dire. Mais lui n'était pas un informateur, en l'occurrence. Non, voilà, parce qu'en fait, si vous avez eu la chance d'avoir un ancien... Oui. Je lui aurais pas fait trop confiance pour conduire. Non. Circulation en Vietnam, c'est compliqué. Voilà. Traverser une rue au Vietnam, il faut avoir confiance dans les autres conducteurs. Au début, on ne l'a pas, mais en fait, il faut l'avoir. Exactement, faut y aller. C'est comme Indiana Jones et les dernières croisades avec l'épreuve. Il faut y aller, il faut faire confiance. Voilà. Mais non, les langues se délient. Alors au début, on s'étonne un tout petit peu. C'est qui ce type qui vient chercher, qui pose des questions, etc. Enfin, quand j'ai montré la photo, par exemple, ce qu'on peut appeler le bar des vieux, entre guillemets, c'est la traduction littérale, hein, c'est ça, c'est pas péjoratif dans ma bouche. Oui,
qu'est-ce qu'il vient nous montrer, qu'est-ce que c'est que ça, etc. Parce que je ne savais pas où la photographie avait été prise. Il y avait quelques détails, il y a un mur, on voit un peu du macadam, on voit des oriflammes derrière, est-ce que c'est un temple caodaïste, ou est-ce que c'est une pagode plus classique, ou un édifice militaire ou administratif, etc. Donc il fallait que je trouve le lieu, et jusqu'à présent je n'ai pas encore trouvé le lieu exact où ça a été pris, cette photographie. Donc, mais bon, j'ai obtenu d'autres informations. Voilà. Du coup, vous avez des interactions avec ces personnes qui ont pu vivre certains de ces événements? Alors quelques-uns, je leur ai fait parvenir l'ouvrage, bien évidemment, voilà. Qui voient un peu le résultat de la recherche. Et puis le livre est en train d'être traduit en vietnamien, et j'irai le présenter au Vietnam probablement l'année prochaine. Donc là, il est possible que quelques larmes coulent. Vous imaginez. Et chez Albert Kahn, vous avez trouvé des informations sur la photo? Alors, c'est quelqu'un de la Société des Amis du musée Guimet qui, en préparant la conférence que je donnais là-bas, a découvert d'autres clichés, il cherchait d'autres clichés de dames de jeux d'échecs ou de pièces de jeux d'échecs vivants, et il en a retrouvé que moi je n'avais pas trouvé, parce que dans les inventaires, c'est un autre mot qui était utilisé et pas celui avec lequel je travaillais. Le problème du mot-clé dans les inventaires. Comme si vous cherchez un auteur dans une bibliothèque et vous vous trompez d'une lettre, vous ne le trouvez pas. Donc, demandez au bibliothécaire. Et donc lui a trouvé, et c'était cette femme. 3 photos différentes de cette femme, dans d'autres positions, et faites par un autre photographe, et le même jour, au même moment, mais du coup avec d'autres angles. Et donc voilà, il a trouvé ça, c'était extraordinaire, c'était miraculeux. Et voilà, peut-être que d'autres vont ressortir, peut-être que ça a été filmé aussi ce même jour, parce qu'il y avait aussi des films pour Albert Kahn. Et vous savez que c'est le même jour, même moment, parce qu'à cause de son vêtement... Ah bah c'est le même vêtement, je peux vous dire que ce qu'elle porte dans les cheveux c'est bleu, sa robe est rose, et elle a des petites chaussures qui sont blanches, et en fait c'est le même moment, le même jour, parce que c'est les mêmes gens qu'on voit à côté d'elle, dans la même position. Donc soit c'est vachement bien scénarisé, j'y crois pas trop, voilà. J'y crois pas trop. Et la photographie est inversée. Là, nous, la photographie que vous avez sur la couverture, c'est la bonne position. Et l'autre, sur les autochromes, c'est inversé. Madame ? Est-ce que vous n'avez pas eu l'idée d'interroger des militaires qui ont été sur place? Moi, mon beau-père, il était, vous voyez, il y a aussi pareil, il y a une boîte que je vais regarder, c'est ça comme une photo, pour savoir aussi, peut-être qu'ils peuvent vous renseigner. Alors déjà, regardez dans la boîte si par hasard il n'y a pas la dame de jeu d'échecs. Ça serait sympa. Alors, j'ai interrogé des militaires, oui. J'ai interrogé des militaires, dont un qui avait participé à Dien Bien Phu, en l'occurrence, où, pour tout vous dire, elle n'était pas. Pour que les choses soient claires, cette femme n'y était pas. C'était pas ce moment-là, ni ce lieu-là. Mais les militaires que j'ai interrogés étaient plus des militaires vietnamiens, en l'occurrence. Et notamment au moment de la libération de Saïgon. Voilà, surtout à ce moment-là, parce que là je l'ai suivie à la trace dans les archives, elle fréquente pas mal de militaires, elle est assez proche des soldats de libération du Vietnam à ce moment-là. Mais c'est vrai que non, j'en ai pas beaucoup interrogé côté français. Oui. Si c'était à refaire, je prendrais cette suggestion au pied de la lettre. Voilà. Je regarderai dans la boîte. Oui, merci. Et si c'est le cas, voilà. Vous me prévenez. Oui. Bonsoir, docteur. Vous avez parlé de cheveux, que vous n'avez pas de cheveux. Ouais, j'aurais bien voulu, oui. Qu'est-ce que vous auriez pu trouver? Quelle analyse? J'imagine que là, je fais appel à vous. Ah non, je pense pas que je l'aurais analysé. Qu'est-ce que vous auriez analysé? Ouais, non. Pour moi, c'est une relique et je ne l'aurais pas analysée. Non. J'aurais essayé de voir si... la seule chose que j'aurais essayé de faire, c'est le faire respirer par un de mes amis né de parfumeur. Qu'il puisse me dire quel parfum elle portait. Parce qu'eux ont un nez vraiment surdimensionné, ils sont capables à partir d'un cheveu de dire l'odeur et le parfum. Ça j'aurais bien aimé. Mais c'est comme avec les cheveux de Sainte Thérèse de Lisieux. Alors, presque, ça m'embête moins presque de les sacrifier pour la science qu'un cheveu de cette femme-là. Donc non,
Je ne l'aurais pas gardé, je l'aurais laissé dans les archives, hein, je ne l'aurais pas volé, rassurez-vous, parce que sa place est dans un musée, fermez les guillemets, mais je l'aurais probablement fait sentir pour avoir cette information-là supplémentaire. Moi, les odeurs sont extrêmement importantes pour moi, extrêmement importantes. Et ça fait partie de cette proximité, de cette intimité non excessive qu'on peut avoir avec les gens. Et les odeurs sont vraiment pour moi c'est une pierre angulaire vraiment de la cristallisation qui fait la réalité des gens. Voilà. Et avec le temps, il y aura encore eu une odeur? Oui. Ah oui. Ah, je vous assure. Même les ossements de Diane de Poitiers avaient encore une odeur. Donc, les ossements, vous voyez. Donc, l'odeur de l'or? L'odeur du bitume. L'odeur du bitume employé par Ambroise Paré pour conserver le corps. Voilà. Il avait utilisé du bitume, du pétrole, tout simplement. Voilà. Laura, vous aviez une autre question? Parce que j'imagine que dans un futur pas si lointain, à partir d'un cheveu, on pourrait faire une représentation alors c'est vrai, de l'être humain. On le pourrait. Et vous qui regrettez finalement de ne pas l'avoir, finalement, savoir à quoi elle ressemblait en 3D, peut-être que. Mais vous refusez d'aller sur cette erreur-là. Non, on pourrait très bien, à partir de, si on vous arrachait un de vos cheveux, on pourrait reconstituer la couleur de votre peau, la couleur de vos yeux, la taille à peu près que vous faites, votre absence d'embonpoint, ce genre de choses. C'est en fait un cheveu nous permet par la génétique de faire ce qu'on appelle un phénotypage génétique. Désolé, on parle un tout petit peu science fondamentale, et c'est quelque chose qu'on fait assez souvent en médecine légale, quand on a un cheveu ou en archéologie, on reconstitue. C'est comme ça qu'on s'est rendu compte quand on a travaillé sur le sang dit de Louis XVI, qui est dans une gourde, avec quelqu'un qui, à la décapitation, aurait trempé son chiffon ou son mouchoir dans le sang du roi et l'aurait mis ensuite dans une gourde, et ensuite scellé. On s'est rendu compte que c'était complètement faux, parce que sur le plan, c'est du vrai sang humain, mais ce n'est pas celui de Louis XVI, parce que, eh bien, sur le plan du phénotype, c'est le strict opposé, si on peut dire, de Louis XVI. Quelqu'un tout petit, une tendance à la maigreur plutôt qu'à l'embonpoint, pas les yeux bleus, pas les cheveux blonds, bref, ça s'oppose complètement à lui. Mais c'est destructeur. Vous voyez, cette dernière trace d'aile physique, je n'avais pas envie de la détruire. Mais par contre, si tant est. Jusqu'à présent, j'en ai pas trouvé. Et là, vous lui donnez. Ah ça, je ne peux pas vous le dire, vous le verrez dans le livre. Voilà. Vous pourrez l'emprunter en bibliothèque, il n'y a pas de souci. Mais vous verrez. Si je vous le dis, je dévoile une grande partie de l'ouvrage, pardon. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut peut-être passer à... Est-ce que vous êtes allé dans cette île... Non, ici, madame. Est-ce que vous êtes allé dans cette île dont j'ai oublié... Poulon-Condor. Le bagne. Le bagne de Poulon-Condor, non. Oui, je ne sais plus. Il y a des cages, en fait, c'est épouvantable. Ah oui, alors c'est pas revendiqué par le Cambodge, parce que c'est vraiment de l'autre côté en l'occurrence. Ah non, c'est une île qui est plus près du Cambodge que du Vietnam. Ouais. Qui est au-dessus du Vietnam et plus près du Cambodge. Il y a des cages, on voit les prisonniers de cire, hein, qui sont dans les cages. Ouais, je pense que c'est Poulon-Condor, c'est l'île où il y avait un bagne qui est maintenant une île un peu paradisiaque, où les gens vont se faire dorer les fesses, voilà, sans savoir que c'est une île qui est absolument maudite. Et en effet, oui, il y a un bagne à cet endroit-là, avec des mannequins, et puis... et des chiens. Oui, et puis surtout, il y a le haut des cages pour lequel il y avait le soleil direct qui tombait sur eux, il y avait les fils de fer barbelés, on ne pouvait pas se tenir droit, ni même se tenir couché, on était obligé d'être en biais. Et voilà, oui, Poulon-Condor est malheureusement décrit dans ce livre. Je dis malheureusement parce que c'est un des moments graves, mais comme le massacre de San Minh par exemple, ou d'autres choses. Voilà. Monsieur, vous avez une question? Oui, c'est pas une question. Ah, c'est une remarque. J'ai lu ce livre d'un coup, jusqu'à la fin. Ce qui fait que je ne me souviens plus des détails et il faudra que je le relise. Je prends ça comme un compliment. Tout ce soir, j'ai entendu cette femme. Mais elle a un nom. Oui, bien sûr, mais je voulais pas le dévoiler. Donc vous savez. Voilà. Je ne sais plus. Voilà, c'est ça.
Mais en effet, elle a un nom. Heureusement, elle a un nom. Je voulais vous demander le premier fil de l'enquête. C'est quoi le premier fil? Le premier cheveu de l'enquête. Le premier fil, c'est les dernières pages de cet ouvrage Indochine avec les crédits photographiques. Et c'est là que se trouve la source de la photographie de la page 73. C'est là tout de suite, vous avez pensé... Ah oui, bah ça c'est un réflexe voilà. Quand une photo vous intéresse, vous regardez qui est le photographe, à qui appartiennent les droits et qui l'a réalisé et où elle est conservée. Ouais, ça c'est très logique. C'est très logique. Là, il n'y a pas besoin d'être un médecin légiste pour le faire. Tout le monde le fait. Est-ce que vous avez dû payer les droits, là? On a dû... Alors, quasiment pas, parce que en fait, cette photographie est conservée dans une société savante dont le hasard veut que je sois membre. Voilà, le hasard pour certains, le destin pour d'autres. Donc, voilà. Donc ça a été modique, pour tout vous dire. Ça a été modique. Voilà. Mais enfin, moi, je trouve que c'est une des plus belles couvertures qui existent. Voilà. Et ce qui est amusant, c'est que quand... donc ce livre-là a été publié chez Plon, et une précédente éditrice, chez Plon, ne voulait pas le publier. Elle a dit non, c'est trop littéraire pour Plon. Bon. Et elle a dit, bon, de toute façon, même si on publiait, il ne faudrait pas mettre la photographie sur la couverture. Je dis, je comprends pas. Et finalement, l'éditeur a changé, c'est Jean-Luc Barré, qui est le président des éditions Plon, qui a lu mon manuscrit, qui a dit, bah, on le publie tout de suite, aucun problème, avec plaisir. Et il a dit, évidemment, on met la photo sur la couverture. Je dis, mais oui, évidemment, on met la photo sur la couverture. Bien sûr. Ouais. Ça a été refusé aussi, hein? Oui, oui. Oui. Mais publié finalement dans la même maison. Je pense que, parce que ça a un côté un peu colonialiste, des photos comme ça. Vous n'avez pas fait appel aux militaires, mais bon, moi, mon père a été d'ailleurs à Dien Bien Phu, oui. Il a été militaire, il a été en Indochine, et là, les archives de ces photos-là sont très courantes dans le milieu militaire. En plus, mon père a appris la cuisine vietnamienne, il a eu des amis, il a été prisonnier des Vietnamiens dans des conditions très difficiles, mais en fait, ils ont fait beaucoup de photos, c'est extrêmement des fréquent. Photos des femmes, parce qu'en plus, Européens, ils admiraient les femmes aussi, très belles femmes. Et vous auriez d'ailleurs, parce que vous n'avez pas fait appel aux militaires, mais bon, il n'y avait pas que des colonialistes, il n'y avait pas que des gens... J'en suis intimement persuadé, rassurez-vous. Et là, peut-être que vous auriez eu encore plus d'informations, parce que bon, ils en ont fait énormément, hein, je dirais, Et là, je suis tout à fait d'accord avec vous sur la résilience, parce que je suis allée au Vietnam il y a 40 ans, il y a 30 ans, il y a 20 ans, il y a 10 ans. Donc, effectivement, mais c'est même pratiquement violent, cette résilience. Ils veulent absolument gommer. Quand j'y suis allée en 2000, à peu près, ils ne voulaient plus parler que de dollars, alors que quand même, l'armée américaine, enfin, c'était quand même battu. Ils avaient tout oublié. Ils ne voulaient être payés qu'en dollars. Tout était dollars. Enfin, je vous dis, c'est quand même une sacrée résilience. Et effectivement, après, c'est devenu même très touristique. Nous visitons les bunkers aujourd'hui, le musée dont vous parliez, qui est une horreur en fait. Hein, ils en ont fait vraiment un objet de tourisme. Enfin, il y a beaucoup d'Américains qui reviennent au Vietnam, beaucoup de Français également qui reviennent au Vietnam, d'abord pour voir, découvrir et comprendre aussi. Oui, tout à fait. Oui. Et donc il y a un fond photographique, effectivement, peut-être que... le fond photographique dit colonial de l'Indochine, voilà, est immense. Et le livre que j'avais acheté quand j'étais jeune étudiant en médecine à 19 ans, c'était justement un recueil de telles photographies. Et d'autres photos auraient très bien pu servir de support à des enquêtes totalement comparables. Voilà. Je me souviens d'une photographie, page 89, parce que je peux vous dire, je l'ai lu et archi-relu, je me suis endormi dessus quand j'étais jeune étudiant. Et c'était une jeune femme métisse qui est allongée à côté de sa pipe à opium. Voilà. Et donc là, on est dans une construction totale, hein, bien entendu, sur le plan photographique, sur le plan artistique, etc. Mais la photographie est d'une beauté absolue. Mais oui, à nouveau, je comprends très bien que c'est une iconographie qui peut être contestable, qui peut être critiquable, qui véhicule aussi pas mal de choses qui ne sont pas forcément positives. Et ça, je l'accepte très bien.
Ça n'était pas mon problème. Je l'admets totalement. Moi, mon problème, c'était juste redonner une identité à cette femme. Quelle est cette femme qui me hante depuis 40 ans? Non, j'exagère, 30 ans. Les fumeries d'opium, on voit ça aujourd'hui, effectivement, avec un jugement. Mais d'ailleurs, il y a beaucoup de militaires qui étaient dans les fumeries d'opium au Vietnam. Hein. C'était particulièrement, d'ailleurs, tous ceux qui sortaient du milieu très aristocratique, etc. Et tout, c'était considéré pratiquement comme, je dirais, comme aujourd'hui dans la mode. Oui, c'était à la mode. En tout cas, merci beaucoup de votre intérêt pour ce livre.